Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et d'être si bien entourée. Je m'appelle Marine Lefort et j'ai un podcast qui s'appelle Les Voix de la photo, qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photographie et de l'image. Et avant qu'on commence, je voulais remercier Nadège de la galerie Triangle pour cette invitation. Merci Nadège. En lien avec l'exposition Change de la galerie Triangle, exposition qui a lieu à Arles pendant les 2 premières semaines de juillet 2024, nous allons parler des réflexions qu'on peut avoir quand on fait un projet photo avec l'exemple de la revue Epic et de l'exposition avec la galerie Triangle. Jean-Mathieu, tu es le rédacteur en chef et directeur artistique de la revue Epic. J'avais pu échanger avec Ambroise Touvet, qui est directeur de la publication, et toi-même sur ce sujet dans l'épisode 48 de mon podcast. Et Nadège Tixier-Lamison, tu es directrice de la galerie Triangle qui nous accueille aujourd'hui pour cette conversation. Pour commencer, Jean-Mathieu, est-ce que tu pourrais revenir sur ta formation et sur tes projets qui t'ont mené à lancer la revue Epic en 2020? Je pense que c'est juste pour remettre un petit peu de contexte. Oui, alors déjà merci Marine de nous accueillir, merci Nadège de nous accueillir aussi. Donc sur mon parcours personnel, moi j'ai une formation au départ de journaliste. Et puis le premier magazine qui m'avait fait confiance, qui m'avait embauché en CDI, m'envoyait également en reportage en Asie du Sud-Est. Je devais aussi faire des photos. Voilà, donc je me suis mis à faire des photos. J'avais eu aussi en école de journalisme un long stage en maison d'édition qui m'avait permis de me familiariser avec cet univers de la création du livre et tout son processus très lent, très parfois méthodique et surtout très riche. Voilà. Et puis j'ai poursuivi une carrière de photojournaliste d'abord et j'ai été pendant quelques années rédacteur en chef de l'agence Cyric, qui est une agence photo filiale du groupe Bayard Presse, que j'ai quitté en 2019, année au cours de laquelle j'ai rencontré Ambroise Touvet, qui avait une agence de photos plutôt corporate. Je l'ai rejoint sur cette agence qui s'appelle Oblique, et à l'issue du confinement en 2020, on a décidé de relancer ce titre de revue Epic que j'avais lancé beaucoup plus modestement entre 2014 et 2017. Un peu tout seul dans mon garage, en plus de pas mal d'autres activités, mais qui avait déjà pour vocation de présenter des travaux de photographes, des travaux au long cours, et également de leur donner la parole à ces artistes, à ces raconteurs, parce que voilà, j'estimais déjà que la parole des photographes était importante, que dans ce monde de la consommation d'informations où une défiance vis-à-vis de ceux qui produisent l'information était de plus en plus importante. Faire parler ceux qui produisent, qui réalisent des histoires avait du sens. Voilà. Et aujourd'hui, avec Revue Epic, c'est bien ce même principe qu'on applique à chaque numéro, qui consiste à présenter des travaux au long cours sur 30 pages chacun. Donc dans chaque numéro, on a pas très loin de 200 pages, et on a 4 grands récits en images sur une 30aine de pages chacun, et une grande interview qui permet aux photographes de raconter à la fois les coulisses de leurs histoires, revenir un petit peu sur leur parcours, et bien sûr présenter leurs histoires en elles-mêmes. Le format ? Quel est le format, la taille ? Alors si tu veux les dimensions, on est à sur peu près, un 19 par 27. Pour que les personnes puissent voilà. On est sur un... Non, mais c'est juste en pour... format fermé, avec une reliure dont on parle souvent, parce que c'est une reliure avec couture apparente, qui offre la possibilité d'ouvrir cette revue. Donc 184 pages, c'est assez épais, ça fait
pas très loin de 2 cm. Et donc on peut ouvrir cette revue à plat. Donc pour les doubles pages, c'est juste merveilleux. Et est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle chez Epic et comment est-ce que tu choisis les thèmes des numéros de la revue ? Alors, les sujets font l'objet d'une réflexion qui est collégiale. On a avec nous, on a constitué très rapidement, avec Ambroise, on a démarré à 2, mais très rapidement, il était important pour nous de ne pas rester dans une forme d'entre-soi, et donc de constituer autour de nous un groupe de travail, d'abord d'amis et de personnes en qui on avait une grande confiance, qui avaient une connaissance de ce monde de l'image, bien sûr, mais j'ai une mouche sur mon micro. Une bonne connaissance du monde journalistique également, et voilà, vraiment, c'était très important pour nous de ne pas être seul à choisir. Et donc chaque trimestre, on se réunit, c'est la plupart du temps en visio, et on présente les uns les autres. Alors les sujets qui nous arrivent par mail sur la boîte mail de la revue, des sujets que les uns et les autres membres de notre comité ont pu repérer en ligne sur Instagram, en discutant à l'occasion de vernissage. Ici, aux rencontres d'Arles, où on fait beaucoup de lectures de portfolio, ou à d'autres festivals, ou des gens qui nous écrivent individuellement, et voilà. Et est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui souhaiteraient être publiées ? Parce que je pense que tu dois voir quand même passer pas mal de dossiers. Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner? Ouais, alors je vais donner un conseil qui paraîtra peut-être un peu trivial, hein, mais le premier conseil déjà, c'est avant d'envoyer un sujet à une publication, bien la connaître. Donc pourquoi pas y être abonné. Je pense que c'est très important que au moins les photographes qui sont pas les seuls pour qui on fait cette revue, hein, bien sûr, on a pour vocation de ne pas être une revue uniquement pour les photographes. Moi, j'aime répéter que on n'est pas un magazine de photos. On est une revue qui est généraliste, documentaire, narrative, poétique, et dont le langage est l'image. Voilà, donc ça c'est le premier conseil que je pourrais donner aux photographes qui souhaitent nous contacter, c'est d'abord connaissez-nous bien, et puis bien sûr, en fait, soutenez-nous, parce que on existe aussi pour vous, donc voilà. Ensuite, en nous connaissant, bien sûr, les photographes sauront un peu les sujets qui nous préoccupent, la manière de regarder le monde qu'on aime mettre en avant, qui est donc une manière assez lente. Donc j'ai redit documentaire, narrative. Je n'ai rien contre les séries photos, mais certainement pas. Mais ce qu'on va chercher, nous, en priorité, c'est une histoire, une narration. On estime que on a pour fonction de raconter. Et donc une histoire, depuis un peu la nuit des temps, ça se raconte un peu toujours de la même manière, même s'il y a toujours de nouvelles façons de raconter. Mais si on prend les bases, c'est sujet, verbe, complément. Hein. C'est donc un début, un dénouement, un élément perturbateur, un milieu, une fin, une conclusion. Tu penses qu'il faut du texte aussi ? Alors, il faut du texte pour donner un sujet qui est présenté sans note d'intention. Pour nous, ça va être compliqué de rentrer dedans. Mais moi, je fais beaucoup de lectures de portfolio là pendant ces rencontres d'Arles, et j'aime bien dire aux photographes que quand ils commencent à m'expliquer une image en particulier, que en fait ça y est, ils m'ont perdu. Pour moi, quand on est photographe, notre langage c'est l'image. Et donc la photo doit déjà beaucoup raconter. Bien sûr, il faut un texte qui présente, qui donne du contexte, qui donne de la matière, qui va rappeler un lieu, même si parfois on peut deviner les lieux, et c'est l'enjeu de la photographie, c'est qu'elle
qu'on ait le moins possible, qu'on ait le moins à aller chercher d'informations, que la plupart des informations soient contenues dans l'image. Et est-ce que ce format, cette revue, elle a évolué est-ce qu'il y a eu des évolutions ou est-ce que dès le début, vous aviez déjà trouvé un peu votre ligne directive C'est une très bonne question. Alors, elle évolue petit à petit. Il y a des petits ajustements. Pour autant, on reste sur notre idée initiale. Voilà, c'est une revue qui est très simple. Et donc, alors, moi, j'aime bien répéter que il s'agit pas de se faire mousser, mais faire simple, c'est pas évident. Mais c'est ce qu'on tend. On tend vers une forme de simplicité. Et je voudrais aussi qu'on parle du business model, parce que faire des revues, ça a un prix. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler, des choix que vous avez pu faire et des réflexions que vous pouvez aussi avoir? Oui. Alors, je pourrais presque tendre un joker parce que effectivement, on s'est lancé en 2020 avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de parti pris qu'autour de nous on disait courageux. Aujourd'hui, le mot courageux peut-être demeure, mais il pourrait être remplacé par téméraire. On a fait des choix de ne pas avoir de publicité. On a fait le choix d'imprimer en France. On a fait le choix, bien sûr, d'avoir des publications qui étaient rémunérées pour les photographes. C'était bien sûr l'évidence, parce qu'ils sont j'aime pas dire matière première, mais sans eux, il n'y a rien du tout. Donc, faut être très clair là-dessus. Si on paye pas les photographes, si une publication n'est plus en mesure de payer ses photographes, mais va payer un imprimeur, il y a un problème. Donc voilà, ça c'était les choix qu'on a fait au démarrage, qui étaient des choix. Alors pour l'absence de publicité et l'impression en France, il y avait une partie qui relevait de nos engagements, peut-être personnels avec Ambroise, un peu écologiques. Oui, ce sera la question suivante sur les. Du coup, quelles sont les réflexions que vous pouvez avoir? Donc là, tu parlais de ne pas avoir de la publicité, d'imprimer en France. Quelles sont les autres réflexions que vous pouvez avoir? Et je pense qu'on peut aussi parler des dilemmes qu'on peut aussi se poser. Que vous posiez, et je pense que c'est des questions qu'on se pose régulièrement. Oui, naturellement. Parmi les volontés qu'on avait au tout début également, il y avait celle d'être résolument détaché de l'actualité immédiate. Il s'agissait de penser une revue qui permettent à des lecteurs de continuer à se documenter sur le monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous évoluons tous et toutes, mais avec une certaine distance. Et cette distance, la photographie documentaire, quand elle est réalisée sur un temps long, c'est un peu une des seules qui la permet. Enfin, ça c'est pas forcément une des seules, mais il y en a d'autres bien sûr, mais c'est permis par la photographie. Donc voilà, un détachement vis-à-vis de l'actualité qui nous amène à éviter la plupart des sujets qui sont dans l'actualité. Donc on ne parle pas d'élections quand il y en a, on ne parle pas de la guerre en Ukraine, on n'a toujours pas parlé de la guerre en Ukraine. On s'est mis à évoquer l'expérience du Covid, peut-être au bout d'un an après notre lancement, lui-même un an après le Covid. Voilà, il s'agit de toujours aller chercher à présenter des sujets après un long temps de réflexion. Aujourd'hui, il s'agit toujours pas de remettre en question ce principe, mais peut-être de faire évoluer ce postulat
en se demandant si être détaché de l'actualité, poser ce détachement vis-à-vis de l'actualité comme un dogme, n'était pas, enfin voilà, est-ce que ce serait pas simplement une posture? Est-ce qu'il serait pas possible d'aller plus loin en se disant que ce détachement de l'actualité, il a aussi pour fonction de nous permettre de regarder l'actualité avec une acuité différente. Je prends un exemple tout bête, mais alors on n'est plus aujourd'hui, par exemple, dans je sais pas, j'ai cet exemple qui me vient en tête, mais on n'est plus dans des sujets où les migrations sont sur le devant de la scène. Il y a eu quelques années où on croulait sous les photoreportages liés au phénomène migratoire en Europe, en provenance de Syrie et d'Afrique du Nord, de Somalie, et bon. Donc ça, typiquement, on n'aurait pas forcément publié de sujets sur ces thématiques-là. Et en même temps, aujourd'hui, si ce type de sujet revenait, on irait probablement... on pourrait le faire en mettant en avant des travaux de photographes qui travaillent sur ces sujets, mais sur un temps long. En fait, tout l'enjeu, c'est d'arriver à prendre peut-être un sujet d'actualité, mais de faire parler sur un sujet d'actualité quelqu'un qui y travaille depuis longtemps. Je ne sais pas si je suis très clair en fait, mais... Oui. Enfin, en tout cas, de se détacher de cette actualité, mais même si c'est un sujet d'actualité, que ce soit un sujet de fond, ouais, mais qui peut avoir un écho et donner un éclairage sur une actualité. Et il y a juste quelque chose on est allé sur les sujets écologiques, mais il y avait quelque chose, je sais pas si on l'a dit de façon très claire, mais vous, votre source de financement, c'est la vente au numéro. Et je pense que ce choix permet aussi de gérer la diffusion, en tout cas de peut-être aussi avoir peut-être moins de pertes, ou en tout cas il pourrait y avoir cette... Ouais, alors effectivement, ça faisait partie des questions premières au moment de toute cette phase de réflexion autour de la création. Est venue la question d'être présent en kiosque. Voilà. Sauf que être présent en kiosque, il se trouve que les règles sont particulières pour les diffuseurs de presse et ça suppose un tirage très important. Et derrière... Combien est-ce que tu as j'ai pas de chiffre en tête, mais ça se compte en dizaines de milliers, puisqu'il faut être présent dans... un maximum de kiosques, et puis des kiosques, il y en a quand même un petit nombre partout en France. À toutes les gares, tous les aéroports, déjà, ça représente puis toutes les villes, voilà, ou les villages. Bon. Et du coup, ce modèle de la presse diffusée en kiosque comporte en lui-même un biais écologique qui moi me semble malsain, parce que il suppose en fait des pertes et un envoi au pilon, comme on dit, donc c'est-à-dire la destruction d'une quantité souvent très importante de ces ouvrages qu'on va imprimer juste pour être présent en kiosque. Voilà, donc nous on a vraiment choisi d'être diffusé uniquement en ligne et d'être présent en librairie de façon assez modeste d'ailleurs. Pour faire le lien avec l'exposition Change de cette galerie, dans la galerie Triangle dans laquelle on se trouve, est-ce que tu pourrais nous présenter le travail de Maxime Richer qui a été présenté dans les pages d'Epic et qui est aussi dans cette galerie? Est-ce que je peux présenter le travail de Maxime ? En tout cas, les choix qui ont été faits sur la façon dont ça a été mis en page. En tout cas, parce qu'après, du coup, on parlera avec Nadège des choix de cette exposition. Mais voilà, je pense que ça peut aussi être intéressant s'il y avait une réflexion particulière ou.
Alors, dans la mesure où nous, on est quand même limité par un format. Et donc, bien sûr, on aurait pu beaucoup s'amuser avec les images de Maxime, aller chercher des papiers différents, des matières, etc., parce que son travail s'y prêtait. Donc là, en fait, ça n'est pas possible. On a toujours le même papier pour chaque... qu'un bon papier, un très beau papier d'ailleurs, qui sent bon en plus. Donc, voilà. Mais sur le travail de Maxime, on a surtout travaillé un séquençage. Hein, Maxime avait un editing, donc je ne sais pas si... allons-y. Petite parenthèse sémantique, mais voilà, l'editing consiste à... ce travail consiste à choisir un certain nombre d'images et à se dire, voilà, avec ces images, je vais faire une histoire. Et le séquençage est la façon dont on va les ordonner, les présenter. L'editing était déjà quasiment réalisé. Il y avait eu un nombre assez défini d'images avec Maxime. Et ensuite, ça a été un travail alors, je ne vais pas dire 4 mains, mais à 6 mains, parce qu'on travaille avec Agathe Kalfas, qui est une des membres de notre comité éditorial, qui est journaliste pour nous. Et si vous voulez, le principe chez Revue Épique, c'est que donc il y a une interview qui suit chaque portfolio, et la personne qui va, la journaliste, la plupart du temps, ce sont des femmes. Donc il y a Éléonore Simon, Agathe Kalfas, Chloé Kéroas, également Ambroise de temps en temps et moi-même. À chaque fois, c'est la personne qui interviewe le photographe ou la photographe qui va accompagner la réflexion autour du séquençage. Donc c'est un travail vraiment à 6 mains, qui est une collaboration. On aime bien être toujours à la croisée des chemins entre le magazine et la revue, et le livre. Hein. On est ce qu'on a à une époque appelé un MOOC, hein, donc qui est cette contraction entre book et magazine. Voilà, donc on n'est pas un magazine qui impose un choix éditorial et un séquençage et qui renvoie ensuite à un photographe son PDF en lui disant voilà, c'est ça qu'on va faire paraître et ce sera en kiosque lundi. On n'est pas on n'est pas non plus un livre où chaque choix va être décidé par enfin voilà, il y a pas, on est dans une réflexion qui se veut la plus horizontale possible et où l'auteur est impliqué. Est-ce que Jean-Mathieu, tu pourrais nous dire quelques mots sur cette série, sur le travail de Maxime Richet qui a pu être montré dans les pages d'Épique et qui est aussi sur les murs de cette galerie? Oui, c'est un travail qui est très particulier parce que alors il porte sur les conséquences du méga-feu de Paradise qui a eu lieu en 2018 en Californie. Et qui était vraiment un des feux les plus importants à avoir ravagé cette partie de la Californie. Et puis même, enfin, c'est parmi les feux parmi les plus importants au monde, non? Bon. Et alors, dans l'approche de Maxime, il y a une chose qu'il faut aussi préciser et noter, c'est que Maxime utilise souvent le terme de photographie documentaire spéculative. C'est une photographie qui permet d'imaginer l'après, en fait, qui offre aux regardants une piste de lecture du coup spéculative, donc qui permet vraiment d'aller plus loin. Et donc pour ça, une partie de son travail a été réalisée avec des pellicules infrarouges qui ont cette particularité de rendre rouge tout objet qui est vert en fait. Hein. Donc quand il a ces grands paysages que lui a photographiés, donc des paysages pas encore brûlés, des paysages boisés en fait, ces paysages apparaissent sur ces images rouges et donc matérialisent la menace qui pèse sur eux. Parce que, voilà, ce sont des paysages qui pourraient être amenés à brûler à un moment ou à un autre si on ne fait rien face à ce contexte de méga-feu qui revient régulièrement. Alors bien sûr,
en Californie, mais bien sûr, comme tout travail photographique documentaire, ce travail en particulier a pour fonction de porter un message un peu universel et de nous parler de l'ensemble des méga-feux qui sévissent un peu partout sur la planète. Nadège, est-ce que tu peux nous parler des choix qui ont été faits pour montrer cette série, ce travail de Maxime Richer qui est juste derrière nous? Alors oui, déjà il y a en fait la série de Maxime rentre dans un ensemble puisque j'ai créé la galerie, l'exposition de Change un peu comme un ensemble de séries, que ça fasse une sorte d'unité, même s'il y a 6 histoires complètement différentes. Et là, il y a évidemment une contrainte au niveau du lieu, puisqu'on n'a pas un lieu qui est illimité en termes d'espace. Donc c'est un peu comme Jean-Mathieu vient de le dire, on a dû faire un editing aussi par rapport à l'espace qu'on avait et au nombre de photos qu'a Maxime dans son travail, puisque il a fait un travail assez colossal aux États-Unis. Donc forcément, on doit choisir des images qui en fait ont la possibilité de raconter l'histoire sans qu'on soit obligé non plus de lire forcément le texte. Donc j'ai choisi des photographies qui racontaient un peu la catastrophe, qui rendaient compte en fait un peu de la catastrophe, tout en montrant aussi ces photographies en infrarouge qui sont un peu voilà, qui sont aussi dans l'imaginaire de Maxime. Donc voilà, j'ai essayé de mixer un peu les deux, de mixer aussi les formats. Voilà, je l'ai présenté de cette manière. Est-ce que tu pourrais revenir sur ta formation et ce qui t'a amené à créer la galerie Triangle pour les personnes qui ne la connaissent pas? Alors moi j'ai fait mes études à l'ETPA, l'école technique de photographie artistique à Toulouse. Et puis je me suis très rapidement dirigée vers la photographie documentaire. Donc j'ai toujours eu cet attrait un peu pour la photographie documentaire. Et au cours j'ai vécu à l'étranger quelques années, et c'est à Londres et en Australie. Et c'est notamment à Londres que j'ai un peu découvert des lieux, à l'époque en tout cas, qui n'existaient pas vraiment, ou peut-être dans la capitale à Paris, des lieux un peu décalés, un peu underground. C'était un peu ce genre de lieu que je voulais créer, quelque chose d'assez accessible en fait, accessible à tout le monde, et pas que aux connaisseurs. Et j'avais vraiment envie de voilà, créer une galerie qui puisse promouvoir des photographes émergents de manière voilà, le plus accessible possible et le plus chaleureux, presque un peu décalé aussi. Et du coup, cette galerie, elle est à Biarritz ? Oui, alors en fait, moi je suis basée dans le sud-ouest. On travaille juste avec des imprimeurs et des encadreurs qui sont basés dans le sud-ouest à Biarritz, pour des raisons écologiques aussi. Après, c'est une galerie qui a été créée en décembre 2021. Elle a ouvert ses portes virtuelles à ce moment-là. Et c'est quelque chose, ça a démarré en fait par un site internet, mais le but de la galerie, c'est quand même de créer des événements physiques le plus possible, de dépasser un peu ce côté virtuel, et c'est pour ça qu'on en fait de plus en plus, qu'on essaye de faire de plus en plus d'expositions, de plus en plus de conférences, de discussions, etc. autour de la photographie, et justement pour ouvrir aussi le débat, parce qu'à Biarritz, il n'y a pas énormément de galeries de photographie, il n'y a pas énormément de galeries même tout court, comme on peut en avoir dans certaines villes ou dans certaines grandes villes. Et c'est d'autant plus intéressant de faire des événements photographiques, parce que ça touche un public
un peu plus néophyte et pas forcément spécialisé dans la photo. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Et comment est-ce que tu sélectionnes les artistes et les photographes de ta galerie et c'est une question que je veux assez pratique. Est-ce que tu aurais des conseils? Moi, j'aime bien poser cette question-là. C'est des conseils qui souhaiteraient prendre contact avec toi, peut-être travailler avec toi. Voilà. Donc, comment est-ce que tu sélectionnes, choisis, et est-ce que tu aurais du coup des conseils pour des personnes qui souhaiteraient travailler avec toi? Alors, comment je les choisis? Déjà, ça va évidemment, ça passe par la qualité photo. Mais après, il y a quelque chose de primordial. Qu'est-ce que ça veut dire qualité photo pour toi? Elle est difficile cette question. Elle est difficile cette question. C'est techniquement. C'est techniquement, techniquement que ça. Mais encore une fois, t'as raison de poser la question parce qu'en fait, c'est assez, c'est quelque part des fois un peu subjectif. Mais donc il y a un regard en fait particulier, je pense, qui m'attire chez certains photographes. Et ce qui va être primordial, ça va être vraiment que les séries qui me présentent racontent des histoires et nous transportent un petit peu. Alors évidemment, je pense que c'est mon attrait pour le documentaire aussi à la base, mais je suis assez attachée aussi à la porosité des genres photographiques et que ce soit qu'il y ait de l'intime un peu dans le documentaire, etc. C'est d'ailleurs un peu comme ça que j'ai créé et que j'ai monté l'exposition Change, que chaque photographe mette aussi beaucoup de lui-même en fait dans sa manière d'aborder les sujets, nous parle comme la série de Nicolas que j'ai en face de moi, où il parle des Nicolas tornades. Serve. De Nicolas Serve qui parle des tornades aux États-Unis et effectivement liées au dérèglement climatique, mais aux tornades aussi un peu intérieures et aux tempêtes intérieures qu'il a pu traverser ou qu'il peut traverser dans sa vie. C'est la même chose avec la série aussi de Maxime où chacun des photographes qui sont présents ici ont essayé de mettre un peu d'eux-mêmes dans leur série. Et pour je reviens aussi sur ce qu'a dit Jean-Mathieu. Je pense que la première chose en fait en conseil, ça va être de connaître un peu la ligne éditoriale de la galerie. Enfin, je suis pas limitée à un style de sujet et je présente pas que du documentaire. Justement, il y a des séries qui sont très intimes, qui parlent de leur quotidien aussi. Je présente autant d'argentique que de numérique, autant de couleurs que de noir et blanc. C'est pas vraiment très séquencé, mais voilà, je pense que la première des choses, c'est de se reconnaître dans le travail que nous on présente, et si on trouve qu'on a des similarités, de pouvoir du coup de nous aborder et de pouvoir nous aborder de cette manière. Mais moi, je suis toujours, je découvre des portfolios toujours avec plaisir, donc peuvent nous contacter quand ils veulent. Et quelle a été l'impulsion pour cette thématique, Change? Est-ce qu'il y a eu une série qui a été un peu le point de départ, ou est-ce que c'était quelque chose qui était qui est venu à toi, t'avais la thématique et après t'as voilà, comment aussi ça s'est plus fait dans ce sens-là. Oui, j'ai voulu choisir un thème, contrairement à l'année dernière où on a l'exposition ici à Arles était plus pensée comme une espèce de présentation de la galerie, donc un peu comme une sorte de petit portfolio. Cette année, je voulais vraiment un thème à proprement dit, et le changement climatique, c'est quelque chose qui m'est apparu un peu comme presque prioritaire dans l'intégralité des sujets. Donc je suis d'abord passée par ce thème-là, évidemment avec des séries de mes photographes qui me venaient en tête. Je partais pas la tête baissée, mais voilà, en ayant dans un coin de la tête certaines séries qui pouvaient correspondre, j'ai monté du coup mon exposition comme ça.
Et quelles sont les réflexions que tu as pu avoir pour rester cohérent entre cette thématique change, le réchauffement climatique et le fait de faire cette exposition, les contraintes de transport, de papier, quelles sont aussi un peu les réflexions, les enjeux. Alors dans cette conversation, on n'est pas du tout à avoir personne n'est parfait et on est à un stade où on se pose tous des questions et voilà, donc c'est une question que je veux ouverte, mais quels sont un peu là les points de réflexion que tu as pu avoir quand tu as pensé à cette exposition jusqu'à aujourd'hui, Alors c'est assez difficile justement d'être irréprochable dans une exposition. Donc en fait pour essayer de faire les choses du mieux possible, il faut penser l'exposition. Il faut penser aux choses dès le début, dès la scénographie. Petite aparté aussi, la scénographie c'est la manière dont on va disposer les photos dans un espace pour qu'il y ait une lecture particulière à l'exposition. Donc ça intègre aussi les dimensions des tirages et la manière dont on le présente avec les cadres, avec les cartels. Tout ça se réfléchit un peu en amont. Donc c'est dès la conception en fait de l'exposition qu'on pense à ça. Donc on pense à utiliser quel papier, quel cadre la galerie a déjà qu'on peut réutiliser et qui pourrait s'adapter à telle série. Quel cadre on pourrait réutiliser, quel papier on peut utiliser aussi qui soit le moins polluant possible, le moins chimique. Quels sont les matériaux qu'on va éviter d'utiliser le plus possible dans la galerie de manière générale, parce qu'on a un site de vente en ligne. On ne vend que des cadres en bois, on ne vend pas de cadres d'aluminium, on ne propose pas de dibond non plus, et on propose des tirages à Neumule, soit le mat fibre qui est un papier qui fait pas partie de la Natural Line, mais qui est quand même assez, c'est pas pour faire de la publicité, mais bon, on travaille avec eux et ils sont assez irréprochables niveau rendu photo. Et après on propose aussi une alternative écologique avec le papier à base de chanvre, qui est un papier qui est presque quasiment irréprochable non plus sur le côté pollution et utilisation d'eau. Mais ça c'est très différent quand on réalise une exposition, parce que ce sont des papiers qui sont forcément plus chers, ce sont des cadres aussi qui sont forcément plus chers. Donc quand on est une galerie avec des moyens limités à notre hauteur, on essaye toujours de faire du mieux qu'on peut, mais c'est difficile. Donc là, j'ai essayé d'utiliser des cadres qu'on avait déjà, même si c'était des cadres en aluminium pour certains. J'ai essayé d'utiliser des cartels en papier, même s'ils ont été très difficiles à poser, plutôt que de favoriser du vinyle ou du plastique. Voilà, c'est par des petites choses comme ça qu'on essaye de faire. On n'est pas venu en jet privé non plus. La plupart sont venus en train ou en voiture, en covoiturage. Donc voilà, c'est par des petites choses comme ça qu'on essaye de faire des expositions à peu près raisonnables. Et ce que tu nous disais sur les papiers, qui a pu te conseiller ? Alors d'abord, ce sont mes partenaires d'impression. C'est les premiers qui sont en contact justement avec les différentes marques. Encore une fois, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est Canson, Anmul, etc. Et Ilford. Et en fait, c'est eux en premier qui peuvent aussi nous conseiller par rapport au rendu, parce qu'évidemment, on a des besoins en fonction de la série photo, où on va avoir besoin de papier peut-être plus mat, peut-être plus brillant, avec des contrastes plus ou moins forts. Donc les conseils que j'ai en priorité, en premier lieu, ça va être venant des partenaires d'impression et des laboratoires d'impression. Mais après, c'est toujours intéressant. Il y avait le monsieur d'Annemul qui était là il y a quelques jours. C'est toujours intéressant aussi de discuter avec eux et de voir aussi leurs évolutions, les questionnements que eux aussi ont.
Et justement, parce qu'ils développent de plus en plus de papier à base de canne à sucre, de bambou aussi. Mais voilà, au niveau du rendu photo, c'est toujours quelque chose qui est pas évident. On est toujours contraint en fait entre ce qu'on essaye de bien faire, le côté économique aussi, parce que les papiers écologiques coûtent de l'argent, et le rendu final dont on a besoin. Il coûte à peu près un tiers du prix de plus, ou c'est quoi à peu près la différence Pour certains, c'est même le double. Ouais. Pour certains papiers, peut-être qu'ils vont pas m'aimer les dire non, ça, mais c'est bien. En fait, on n'est pas loin aussi... du double. Oui. On n'est pas loin du double. Mais je posais la question de qui peut conseiller, parce que je pense qu'on a tous son expertise, et quand on lance un projet, on peut pas tout connaître. Donc c'est aussi bien de pouvoir avoir aussi des personnes qui peuvent aiguiller, éclairer sur quels sont les meilleurs papiers et en tout cas les choix qui peuvent être faits, qu'est-ce qui va aussi peut-être mieux pouvoir se recycler, ou en tout cas essayer d'avoir de pouvoir être bien conseillé, quoi. Parce que voilà, je pense que le plus important dans toutes ces réflexions qu'on a pu aborder là, c'est de pouvoir se poser des questions, en fait. C'est de se poser des questions, chercher des solutions, de faire le mieux qu'on peut, parce qu'on a des contraintes économiques, autant d'un côté magazine que d'un côté exposition. Donc et même je pense que les techniciens, pareil, on est tous à se poser des questions. Donc je pense que ce qu'on a pu se dire tous les trois aujourd'hui pourra peut-être permettre à des personnes qui réfléchissent à comment est-ce qu'elles peuvent faire des projets, de peut-être avoir des idées. Donc j'invite les personnes qui écoutent ce podcast à suivre la galerie Triangle et la revue Épique. La revue Épique, j'ai cru entendre qu'il y avait un numéro qui sortirait plutôt en septembre. Je vous invite à suivre la Galerie Triangle et la revue Épique. Merci à tous les deux. Merci Marine. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. En note de cet épisode, vous pouvez retrouver un lien d'inscription pour recevoir la newsletter des Voix de la Photo. Tous les 15 jours, vous recevrez le résumé du dernier épisode, des contenus exclusifs, mes recommandations de lecture, d'exposition ou de conférences, et même parfois des cadeaux. Aussi, pour m'aider à faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!